Attends, le voilà, c'est parti. Donc, je disais que concrètement, dans votre vie future, vous allez certainement exercer le métier de diététicienne. Alors, soit en libéral, où de par cette activité, vous aurez l'occasion de recevoir des patients auxquels vous allez prescrire des régimes, faire du suivi, etc., etc., et où vous allez facturer des prestations de conseil à vos patients. D'autres se dirigeront dans des métiers un peu plus commerçants ou commerciales, dans le sens où ils ouvriront peut-être une boutique de vente de produits diététiques, ou encore d'autres auront une activité sous une autre forme. Tout ça, ça nous parle de l'activité. Avant de commencer une activité, vous allez être confronté au choix de la forme juridique du mode de fonctionnement que vous allez avoir. D'accord ? C'est-à-dire qu'il va falloir faire un choix. Et face à vous, va se présenter plusieurs options. À partir de là, vous allez vous dire, ah, je me souviens de mon cours de gestion de première où mon prof m'avait expliqué un petit peu les tenants et les aboutissants de chaque forme juridique. Et vous allez reprendre votre cours ou bien même peut-être regarder une vidéo que vous aurez enregistrée. Et puis, vous allez vous souvenir de l'importance du choix qui se présente à vous. Pourquoi ce choix est important? Il est important d'abord parce que je dirais que plein de choses vont en dépendre. La fiscalité, votre statut social, mais aussi la protection de votre patrimoine, etc., etc., et que ce choix ne va pas concerner que votre personne, mais risque de concerner aussi d'autres personnes si éventuellement vous avez conclu un mariage avant la réalisation de votre entreprise. Il est important aussi d'avoir à l'esprit les nouvelles formes qui s'offrent à vous, et notamment, je pense, à l'auto-entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, le nom a changé. Hein. Nous, on gardera l'ancien, même le nouveau. Alors, on gardera l'ancien ou même le nouveau nom. Alors, on parle d'auto-entrepreneur, c'était avant 2014, avant qu'on change le nom, mais le mode de fonctionnement reste le même. Aujourd'hui, on parle de micro-entrepreneur. Donc, sachez que les deux termes veulent dire exactement la même chose, sauf que l'auto-entrepreneur a été utilisé avant 2014 et que depuis 2014, on a modifié le nom et qu'aujourd'hui, ça s'appelle un micro-entrepreneur. Donc, voilà, va s'offrir à vous le choix entre exercer en entreprise individuelle, et exercer en entreprise individuelle à responsabilité limitée, et exercer en société par action simplifiée, exercer en société d'exercice libéral. Waouh, il va y avoir ici, on va dire, une dizaine de choix possibles. Alors, vous me dire pourquoi il y a autant de choix? Parce que chaque choix aura des critères qui vont être différents, d'accord, et vont avoir des finalités différentes. D'abord, il y a un certain nombre d'obligations qui sont liées au régime juridique que vous allez choisir, d'accord, des obligations déclaratives, des obligations d'apport, des obligations d'associés, des obligations de capital, etc., etc. Mais la première idée qu'il faut avoir en tête, et c'est celle que l'on va étudier en premier. Alors, si vous voulez bien, de façon à imager un peu tout ça, je vais faire un jam, hein, vous en avez l'habitude. Ça me permettra, je l'intégrerai au cours, et ça me permettra de vous expliquer les choses en ayant des petites images à vous montrer. Alors, hop, un jam. Voilà. Vous n'interviendrez pas forcément beaucoup sur le jam, donc inutile de me demander des accès à tout va pour ceux qui ne sont pas connectés avec leur compte de visio. Ça ne devrait pas poser trop de soucis. Hein. Alors ce jam, je vais le présenter.
a priori, vous devriez l'avoir à l'écran. Donc, dans ce jam, nous allons parler de la forme juridique des entreprises. Même ajouter un S, puisque, évidemment, il y en a plusieurs. Voilà. Alors, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est les formes juridiques d'entreprise où il y a, de par l'immatriculation, bien sûr, où il y a la création d'une personne morale différente de celle du créateur. Je vous explique. Aujourd'hui, vous êtes une personne physique. Alors, on va prendre Solène, par exemple. Solène, demain, décide de s'installer comme diététicienne, d'accord, en libéral, par exemple, hein, enfin, de façon seule, individuelle plutôt. Et Solène a acquis, voilà, par héritage, pour X raisons, elle est propriétaire d'un bien immobilier qui est relativement conséquent, et puis d'un autre bien immobilier qu'elle loue, etc. Donc vous comprenez que Solène a un patrimoine à elle qui lui est propre, qui appartient donc à sa personne. Et Solène, en tant que personne physique, est une entité qu'on appelle une entité juridique. D'accord? Elle existe, Solène. Le fait de créer une entreprise, qui pourrait s'appeler Solène Diététique, par exemple, le fait de créer une entreprise ne va pas forcément distinguer sa personne propre de l'entreprise. Les deux peuvent éventuellement, en fonction de la forme juridique qu'elle va être choisie, les deux peuvent être confondus et ne former finalement qu'une seule personne. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est que on a dans certains cas une personne, enfin dans tous les cas bien sûr à l'origine du projet, on a une personne physique, d'accord, qui est une entité juridique. Et à côté de ça, on a ce qu'on appelle une personne morale. Cette personne morale, elle existe aussi juridiquement parlant. Alors évidemment, elle n'a pas de bras, elle n'a pas de pieds, d'accord, mais cette personne morale, juridiquement, représente vraiment une entité, représente quelqu'un, d'accord. Cette personne morale, elle est créée à partir du moment où vous immatriculez une entreprise, mais pas toutes les entreprises. Donc ça, c'est le créateur d'entreprise qui décide à un moment donné de créer sa propre structure. Et ici, on a éventuellement, pas toujours dans tous les cas, une personne morale. Alors, on va tout de suite éluder le problème. L'entreprise individuelle, qui est une des formes juridiques, l'entreprise individuelle, si demain vous exercez sous la forme d'entreprise individuelle, il n'y a pas de création de personne morale. C'est-à-dire que l'entreprise, finalement, elle n'existe que commercialement parlant. Mais elle n'existe pas. Vous, vous existez, et vous, vous êtes l'entreprise. Donc il y a cette confusion, cette notion de confusion de patrimoine qui fait que l'entreprise n'a pas de réalité. Alors que, par exemple, dans une SARL, ce qu'on appelle une société à responsabilité limitée, autrement dit la SARL, pour prendre celle-ci en exemple, dans ce type d'entreprise, le créateur et l'entreprise sont deux personnes distinctes. Donc, le créateur et l'entreprise sont deux personnes juridiquement distinctes.
Ça veut dire quoi concrètement? Quel est l'intérêt d'avoir une forme juridique avec création de personne morale et donc patrimoine distinct que de créer une entreprise, par exemple une entreprise individuelle, qui n'aurait pas de personnalité morale, où tout serait confondu avec la personne qui l'a créée? Ça veut dire quoi? Quels sont les avantages? Il y en a peu, je vous le concède, et quels sont surtout les gros inconvénients? L'inconvénient, c'est toujours en cas de difficulté. L'inconvénient, c'est en cas de difficulté. Se dédouaner de sa société en cas de perte, oui, exactement. Alors, je n'ai pas eu le temps de lire qui a indiqué ça. Alors, l'avantage, pardon, ici, le fait d'avoir la création d'une personne morale, c'est effectivement de protéger son patrimoine parce que les deux ne sont pas confondus. Et qu'on peut imaginer une situation où la société ait contracté des dettes. D'accord? Elle a contracté des dettes auprès de créanciers. Vous avez été créancier. Les créanciers, c'est des gens à qui on doit de l'argent. Et les créanciers, eux, si la société doit de l'argent et qu'elle ne peut plus le rembourser, tout simplement parce qu'on n'en a pas gagné assez, les créanciers ne peuvent venir attaquer que la société pour obtenir le paiement, bien sûr, des dettes que la société a envers les créanciers. Elle ne pourra jamais attaquer la personne physique qui est à l'origine de la création de la société. Et donc, de par là, le patrimoine propre de la personne physique, il est protégé. Il est protégé du jeu des créanciers. Je vais vous prendre un exemple pour imager. Oui, je vous en prie, Sophie, il n'y a pas de souci. Je vais vous prendre un exemple pour imager tout ça. Une société, allez, vous créez une entreprise pour commercialiser des produits diététiques. D'accord? Vos produits, vous les achetez 1 euro, vous les revendez 5 euros. Bon, a priori, vous faites du bénéfice, donc éventuellement, quand vous avez des dettes, vous pouvez payer vos créanciers avec l'argent qui rentre. Non. Malheureusement, le Covid arrive, votre magasin est obligé de fermer. Il n'y a plus d'argent qui rentre, puisque vous ne pouvez plus réaliser de vente. Par contre, vous avez toujours un loyer à payer, un emprunt peut-être à rembourser, les fournisseurs à payer les livraisons qui ont eu lieu le mois précédent s'il y avait un décalage pour le paiement. Donc, vous avez des dettes qui se forment. Alors, je vais me dire, oui, il y a les aides de l'État, mais les aides de l'État, ça ne paye pas tout. On peut imaginer, et pour connaître un peu le sujet, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent dans cette situation-là, où si ça dure trop longtemps, à un moment donné, je ne vais plus avoir suffisamment de réserves pour payer mes dettes, pour payer mes créanciers. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Quelle est l'action des créanciers? Les créanciers se disent, ben voilà, monsieur, moi, vous me devez des sous, donc il faut me payer. Oui, mais j'en ai pas, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent sur le compte en banque pour vous payer. Bon, ben très bien, donc je vais intenter une action contre vous, mais contre vous, contre qui? Contre la personne morale, contre votre entreprise, pour faire vendre vos biens et me rembourser. D'accord? Donc le créancier, alors je ne rentre pas dans le détail de la procédure, mais le créancier va agir de façon à pouvoir faire vendre les biens de la société, même parfois de façon à faire fermer la société, récupérer l'argent des biens que la société possède du patrimoine de la société, de façon à pouvoir être payé de ces factures. Ce créancier, dans le cadre d'une SARL, par exemple, ne peut agir que contre la société. Alors la société, quand elle a été créée, eh ben, elle a acquis des biens. Hein. Elle peut très bien avoir acheté un véhicule pour qu'on fasse les livraisons à nos clients. On peut avoir acheté des meubles pour garnir notre magasin. On peut même avoir acheté des immeubles pour installer notre fonds de commerce, etc., etc. Donc la société, elle a bien, au cours de sa vie, elle a acquis des biens. Et donc le créancier, lui, va demander, c'est un peu comme un huissier, quoi. Oui, alors le huissier, c'est le bras armé. C'est lui qui va pouvoir faire les saisies. D'accord? C'est le bras armé du créancier. Le créancier, il ne peut pas arriver chez vous, prendre la camionnette qui sert aux livraisons, la vendre et puis dire bah, l'argent, je le garde pour moi, évidemment. Je ne rentre pas dans les détails des procédures, d'accord, et des gens qui vont intervenir au cours de la procédure, parce qu'évidemment, le créancier il va devoir avoir une décision de justice pour pouvoir agir, en disant voilà, ils me doivent des sous, ils ne m'ont pas payé, je veux
qu'il me paye. Donc le juge va dire oui, monsieur, vous pouvez agir via un huissier pour pouvoir utiliser la force publique pour pouvoir récupérer vos sous. Et à ce moment-là, le huissier, il pourra prendre toute mesure, saisie sur les comptes en banque, vente du matériel de la société, vente des stocks de la société, etc., de façon à pouvoir récupérer les sommes. Ça, c'est des problèmes de procédure. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'esprit qui anime un peu tout ça, c'est-à-dire que le créancier ne peut agir que sur les biens de la société. Si vous-même qui avez créé la société, si vous-même qui avez créé la société, vous avez des biens, les créanciers ne peuvent pas se retourner contre vous, par principe. Ils ne peuvent pas se retourner contre vous. Alors que si vous avez créé une société qui ne vous protège pas, donc où il n'y a pas séparation du patrimoine par la création d'une personne morale, si vous avez créé une entreprise individuelle, par exemple, alors le créancier pourra se retourner contre vous et faire vendre vos biens de façon à pouvoir récupérer. Je réponds à votre question après. De façon à pouvoir récupérer l'argent que vous lui devez. Alors, voilà la philosophie globale d'une des parties les plus importantes, c'est-à-dire la protection du patrimoine personnel grâce à la création d'une personne morale. Alors, je réponds aux deux questions et je réponds à la question qui m'a été posée. On me parle d'une PME. Dans quelle partie? Alors, une PME, c'est un mot générique. D'accord? Ça veut dire petites et moyennes entreprises, comme une PMI, ça veut dire petites et moyennes industries. Vous avez aussi des TPE, des très petites entreprises. D'accord? C'est juste le nom. Ça n'a rien à voir avec une forme juridique. D'accord? Et Lorraine, je vous écoute. Vous avez levé la main, a priori. Oui, du coup, j'imagine que tout le monde crée une SARL et personne crée une entreprise individuelle. Très bonne question. Alors, pourquoi aujourd'hui il existe encore des entreprises individuelles? Déjà, parce qu'avec l'ancienneté, toutes les possibilités aujourd'hui de formes juridiques qui protègent le créateur ont été mises en place depuis une bonne quarantaine d'années, d'accord? Petit à petit, jusqu'à aujourd'hui, où on a vraiment, sauf cas exceptionnel, vraiment toutes les possibilités pour pouvoir pour pouvoir créer une société avec une forme juridique qui protège le patrimoine personnel. Ça a été fait dans un premier temps en abaissant les seuils de capitaux, puisqu'on verra que pour créer une société à responsabilité limitée, il faut apporter un capital de départ. Il faut mettre de l'argent sur la table au départ. D'accord? Il y a quelques années, c'était encore 7 622 euros. Alors, c'était simplement la traduction de 50 000 francs. C'était encore 7 622 euros, ce qui pouvait être un frein à la création de la société. Si vous n'aviez pas 7 622 euros, vous ne pouviez pas former une SARL. Par conséquent, le législateur a abaissé ce seuil au minimum, qui est aujourd'hui de 1 euro. Qui est aujourd'hui. Alors, l'entreprise individuelle, c'est une forme juridique, tout simplement. Quelqu'un me dit, est-ce qu'on peut revenir sur la notion d'entreprise individuelle? L'entreprise individuelle, c'est une forme juridique. D'accord? Je finis juste sur l'évolution et après, je vous donne la parole, Quentin. Je disais donc que le législateur a fait évoluer les textes de façon à pouvoir ouvrir le plus possible toutes les formes d'entreprise qui protègent le patrimoine. Je parlais de la diminution du capital, mais je vous parlais aussi, avant, pour faire une société, il faut être deux. Il fallait être deux. Et la personne tout seule, elle ne pouvait pas. Donc elle était obligée de se réfugier sous une forme individuelle qui était non protectrice. Depuis, alors j'ai plus les dates, mais grosso modo, c'est dans les 20 dernières années. Depuis quelques 13, 14, 15 ans peut-être, on peut former tout seul une société. D'accord? Alors qu'au départ, on devait être deux, ben maintenant c'est possible tout seul de former une SARL, mais tout seul. Ça ne s'appelle plus une SARL, ça s'appelle une EURL. D'accord? Alors, Quentin, je crois, avait levé la main. Je vous écoute, Quentin. Oui, aussi l'avantage d'une entreprise individuelle, c'est qu'il y a moins de charges, non? En tant que patron, on va dire, enfin, en tant que... D'accord, Ah, je vais répondre à votre question. Elle n'est pas bête, mais il y a exactement le même
le même type de charge. Par contre, il y a des obligations différentes. Je vais revenir là-dessus. Si on veut regarder sur... Oui, et beaucoup plus avantageuse en termes de sécurité, effectivement. Alors, je reviens sur ce que disait Quentin au niveau pas du tout fiscal. Pas du tout fiscal. Sur les charges. Une entreprise a des charges. Alors, les charges, elles sont grosso modo de deux types. On va dire que les charges de fonctionnement, si vous avez un loyer à payer, si vous avez une assurance à prendre, si vous voulez faire de la publicité, alors que vous soyez en SARL ou que vous soyez en entreprise individuelle, ces charges, elles sont exactement les mêmes. Ensuite, il y a des charges sociales et des charges fiscales. Les charges sociales sont exactement les mêmes qu'elles soient en entreprise individuelle ou en SARL. C'est exactement le même taux de charge. D'accord ? Concernant la fiscalité, on ne peut pas dire que l'une soit avantageuse par rapport à l'autre. D'accord ? Tout simplement parce que la fiscalité n'est pas la même. La base de la fiscalité n'est pas la même. Donc, vous ne pouvez pas comparer des choses qui n'ont pas les mêmes bases de calcul. D'accord ? Ça, je réponds à Aude qui me disait fiscalement c'est peut-être plus intéressant. Non, ce n'est pas forcément vrai. Ça peut l'être dans certains cas, la SRL peut être fiscalement plus intéressante que l'entreprise individuelle et dans d'autres cas, ce sera l'entreprise individuelle. On verra dans le tableau récapitulatif que l'on fera quelles sont les fiscalités qui sont appelées à chaque type de société. Voilà sur... ah non, voilà, je reviens quand même. Il y a quand même un petit avantage. Et je disais, les charges sont les mêmes, mais pas les obligations. Par exemple, une entreprise individuelle n'a pas besoin de faire d'assemblée générale. Bon, de toute façon, il est tout seul, il fait sa vie, il a que à répondre de lui-même, le chef d'entreprise, donc il ne va pas discuter dans une réunion avec lui-même de décisions qu'il pourrait prendre. D'accord ? Alors que la SARL, chaque année, est obligée de faire une assemblée générale. Bon, ce n'est pas forcément coûteux, vous allez me dire. Non, sauf qu'il faut rédiger un procès-verbal de cette assemblée générale. Voilà, dire simplement les décisions qui auraient été prises pendant l'assemblée générale. Et que généralement, le chef d'entreprise, il n'a pas envie de s'embêter à rédiger lui-même le procès-verbal, il fait appel à un expert comptable ou à un avocat pour rédiger ses procès-verbaux. Donc évidemment, comme on fait appel à une tierce personne, ça a un coût. En ça, la SARL est plus chère, d'accord, enfin, a plus de charges, est beaucoup plus coûteuse. Ensuite, concernant la comptabilité, la tenue de la comptabilité est plus compliquée. Il y a plus d'obligations, même si chacun des deux entreprises a l'obligation de tenir une comptabilité, d'accord. Mais la SARL est obligée de déposer ses comptes, certifiés évidemment, en bonne forme, au tribunal de commerce, au greffe du tribunal de commerce. Ces mêmes comptes se retrouveront sur Internet sur les sites type Infogreffe, type société.com ou encore Manageo. Voilà encore une autre obligation. Alors généralement, la société à responsabilité limitée va faire appel à un expert comptable, encore une fois, pour pouvoir faire ses comptes et les déposer au tribunal. Donc vous voyez, c'est pas tellement... il n'y a pas plus de charges dans une SARL que dans une entreprise individuelle. Simplement, il y a des obligations supplémentaires dans la SARL qui vont induire des charges. Qui vont induire des charges. Autre chose, il est plus compliqué, encore aujourd'hui en France, malheureusement. En Allemagne, vous savez, vous créez une société en une demi-heure. En France, il faut, alors hormis l'auto-entrepreneur, qui n'est pas un régime juridique, qui est un régime fiscal, mais pas un régime juridique. Hormis l'auto-entrepreneur, aujourd'hui, si vous créez une SARL, il va bien falloir une semaine. Tant que vous fassiez toutes les démarches nécessaires, ouvrir un compte, déposer l'argent sur le compte, faire une annonce légale, déposer un dossier auprès du greffe et seulement recevoir un numéro d'identification, le SIRET, qui est l'acte de naissance de la société. Toutes ces démarches prennent bien une semaine. Okay. Les démarches sont beaucoup plus lourdes et beaucoup plus compliquées en SARL que dans une entreprise individuelle. Simple premier constat, c'est que dans une SARL, il faut faire des statuts. C'est le pacte qui lie les associés
et qui vont dire, bah voilà, on va créer, on est trois copains, on va créer une société de distribution de produits diététiques auprès des maisons, des EHPAD, à destination des personnes âgées. On va mettre chacun 1 000 euros de capital. Notre siège social pardon, sera rue de Lille à Paris. Notre gérant sera monsieur Intel. Notre exercice social commencera à telle date, se terminera à telle date. La société va avoir une durée de vie de X années, etc., etc., etc. Donc tout ça, dans des formes particulières avec bien sûr des obligations et des interdictions, tout ça, le chef d'entreprise, au moment où il va créer son entreprise, bah, il ne sait pas le faire. Donc, obligatoirement, il va faire appel à un professionnel, avocat ou expert comptable, encore une fois. Et évidemment, c'est payant. D'accord? Alors, même si on trouve aujourd'hui des modèles sur Internet, il est quand même mieux peut-être de passer soit par une structure d'aide à la création, ou soit par un professionnel de façon à ne pas faire de bêtises. Okay. Donc, il est plus compliqué de créer une SRL qu'une entreprise individuelle. Voilà peut-être le seul avantage que possède l'entreprise individuelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, dans les autres types d'entreprises, là, on a parlé de deux types importants, parce que c'est pratiquement les deux types que l'on retrouve aujourd'hui en France, les plus communs. Dans les autres types, on va avoir... hop, je vais faire un copier-coller. On va avoir la société unipersonnelle à responsabilité limitée. On l'appelle encore EURL. C'est la petite sœur de la SARL, puisque vous verrez que dans la SARL, quand on va faire notre tableau récapitulatif, on verra que dans la SARL, il faut être au moins 2 associés. D'accord? Donc, encore une fois, c'était une limite. La limite ici de devoir trouver un associé. Et moi, si je suis seul et que j'ai envie de créer ma société seul, je n'avais pas de possibilité. Donc, le législateur a créé un nouveau type de société, d'accord, qui s'appelle l'EURL, qui est la SARL, mais tout seul. On va retrouver aussi dans les formes assez communes la société par action simplifiée. Alors on verra on appelle la SAS. On verra en détail qu'est-ce qui la différencie de la SARL. Ce sera notamment le statut social du dirigeant. D'accord? Je ne rentre pas trop dans les détails. On a aussi sa petite sœur qui s'appelle la société par action simplifiée unipersonnelle. Encore une fois, c'est pour répondre à la possibilité de créer seule une société. On appelle la SASU. Et enfin, dernière forme que l'on va voir, c'est la société anonyme. Qui, là encore, est une autre forme juridique, mais toujours avec la création d'une personne morale et toujours avec la protection du patrimoine. Alors maintenant, dans les sociétés qui existent et qui n'assurent pas une protection du patrimoine du créateur, on a ce qu'on appelle la SNC. On est à plusieurs, mais on est comme si on a pratiquement tous les attributs de la société, de l'entreprise individuelle, donc on l'appelle la SNC.
Et en fait, on n'a que les inconvénients. Hein. Voilà, c'est une entreprise individuelle à plus. Voilà les principaux types. Alors, des types de sociétés, il en existe, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre en tête, mais il doit en exister au moins 50 sortes différentes. Là, nous allons étudier les principales. D'accord. On pourrait parler du GIE, du groupement d'intérêt économique, on pourrait parler d'une SCM, une société qui met en commun des biens, on pourrait parler d'une SEM, une société d'économie mixte, on pourrait parler des SCP, les sociétés civiles professionnelles, des SCI, les sociétés civiles immobilières. Enfin, voilà. Il en existe un tas de formes, et encore, je n'aborde pas le monde agricole. Nous, on va se focaliser, bien sûr, sur les 7-8 types ici que vous avez à l'écran. Il me reste un type à vous, c'est l'exception. Voilà, c'est un peu la société entre les deux. C'est un type de forme juridique qui ne crée pas de personne morale, mais qui assure quand même la protection du patrimoine du créateur. On l'appelle, et je vais la mettre un peu entre les deux, hein, d'accord. Le IRL. Alors attention, il ne faudra pas la confondre avec le URL. Donc cette fois-ci, c'est l'entreprise individuelle. À responsabilité limitée. Alors comment, sans créer de personne morale, je la mets ici, et je vais la mettre dans une couleur particulière, hein, où vous saurez que ce type, on ne crée pas de personnalité morale, mais il y a un document qui est le document d'affectation du patrimoine. Le créateur d'entreprise, tous les ans, va remettre au tribunal un document qui dit voilà, ça c'est à moi, ça c'est à la société. Et en cas de recours des créanciers pour, bien sûr, des créances professionnelles, les créanciers ne pourront agir que contre le patrimoine professionnel du dirigeant et non pas contre son patrimoine personnel. Oui, exactement. Alors, je vous dis, des sociétés ont nous proposé la CELARL-U, d'accord, mais il y a aussi la CELAS-U. Donc, ce sont des types. Alors, on va retrouver hein, dans la CELARL notamment des attributs de la SARL, puisque c'est pratiquement une émanation de la SARL, tout simplement parce qu'aujourd'hui en France, on a une grosse différence entre les activités commerciales et les activités non commerciales. Un médecin ne fait pas de commerce. Pourtant, tous les jours, il facture des honoraires de visite médicale, mais l'acte, la vente qu'il vous a faite n'est pas un acte de commerce. À partir de là, il ne peut pas bénéficier de formes juridiques de type SARL. Pour cela, on a créé des formes spécifiques qui vont amener les mêmes protections, mais qui permettent aux professionnels qui ne sont pas des commerçants, qui ne font pas d'actes de commerce, de pouvoir exercer aussi sous des formes protectrices, ce qui est le cas de la CELAR, par exemple. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée. On va avoir les mêmes attributs, mais qui permettent d'avoir une activité qui n'est pas commerciale ou qui n'est pas principalement commerciale. Alors, on va maintenant faire le topo de ces différentes formes juridiques en regardant. Alors, on a vu le principal caractère de ces sociétés. D'accord. Certaines assurent une protection, d'autres n'assurent pas de protection. Il faut absolument, et ça tombe souvent ce sujet-là, hein, on a quelqu'un qui est en entreprise individuelle et qui a un projet d'expansion de son activité et qui vous dit, voilà, comment je peux protéger je voudrais changer de forme juridique, comment je peux protéger mon patrimoine. Il faut absolument que, bon, bien sûr, vous connaissiez les types de sociétés qui assurent une protection du patrimoine personnel, mais il faut que vous disiez pourquoi le patrimoine personnel est protégé.
il n'est pas protégé parce que j'ai choisi une URL, il est protégé parce qu'il y a eu création d'une autre personne, que la société est une personne morale différente du créateur. C'est ça la bonne réponse. Dans une réponse, dans ce type de question, où par exemple il y aurait un point sur la société proposée et un demi-point ou un autre point sur la justification, si vous ne justifiez pas correctement, vous perdrez des points. D'accord? Je vous écoute, Quentin. Avec le micro ouvert, c'est mieux, Quentin. Excusez-moi, ouais, j'ai parlé pour rien. Est-ce que si demain je crée une société unipersonnelle à responsabilité limitée, je peux passer d'une société, enfin d'une EURL à une SARL? Bien sûr, bien sûr. D'accord. La transformation, alors certaines transformations sont possibles, d'autres sont impossibles. Ouais, D'accord? ça paraît logique, ouais. Par exemple, à chaque fois que vous avez une société qui a une personnalité morale, elle peut changer de statut, la transformation est possible. Mais vous ne pourriez pas transformer une entreprise individuelle en EURL, par exemple. D'accord, ouais, ouais, ça Il paraît faudrait logique. fermer l'entreprise individuelle et recréer l'entreprise D'accord. unipersonnelle à responsabilité. Mais effectivement, si vous êtes dans l'un des deux types ici, vous pouvez très bien passer de l'un à l'autre, sans aucun souci. Ok, mais du coup, est-ce que ça veut dire, enfin, une SARL, si on passe d'une SARL à une URL, faut qu'on soit seul à avoir créé la SARL, du coup. Non, 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 non. Vous pouvez Ah, être à d'accord. deux. Imaginons que vous soyez à deux à avoir créé la SARL Hmm. et que vous ayez racheté les parts sociales de votre associé. Donc, vous devenez tout seul. Et là, je dirais que de façon automatique, vous devenez une URL puisqu'il n'y a plus deux associés. Donc, vous ne pouvez plus être SARL. D'accord, ok. D'accord? Alors, ça me permet d'embrayer sur la suite. Le problème de la responsabilité du chef d'entreprise et de son exonération en cas de perte naît aussi de la création de la personne morale. D'accord? La protection du chef d'entreprise naît de la création de la personne morale. Ça, on l'a vu dans un premier et c'est ce qui me paraît le plus important parce que c'est ce qui est pratiquement central. Maintenant, regardons dans les différentes formes juridiques au niveau des associés ou des créateurs. Alors, je vais les appeler les associés, même si de temps en temps, il n'y a pas d'associés. Hein, mais on va dire les personnes à l'origine du projet. Hop, je vais faire ça. D'abord, dans l'entreprise individuelle, évidemment, il n'y a pas d'associé, c'est une personne seule. D'accord? C'est une seule personne qui est à l'origine du projet et qui donc va créer la société. Concernant l'EIRL, c'est la même chose. Alors, je vais reprendre mon EIRL qui est là. Pareil, une seule personne. C'est pas ça que je vais faire. Voilà. Une seule personne. Concernant maintenant la SNC, là, il faut être au minimum deux. Donc, pour créer une SNC, il faut être au minimum deux. Voilà, tout simplement. Minimum deux. Alors, bien sûr, ici, on ne les appellera pas des associés, hein, ça sera le créateur d'entreprise, tout simplement. Ici, on les appellera à partir du moment où ils sont deux. Et à partir du moment où on est en forme de société, on va appeler ça des associés. Maintenant, concernant l'EURL. L'EURL, c'est une personne seule. Alors, pouvez-vous... Je vais reprendre juste la question qui vient de m'être posée. Pouvez-vous réexpliquer, je n'ai pas saisi la différence entre une EIRL et une EURL? Oui, je vous réexplique ça. C'est fondamental, hein. C'est important, c'est bien d'avoir posé la question parce que si vous n'avez pas compris, vous risquez l'erreur. Une EIRL, c'est pratiquement une entreprise individuelle où le patrimoine est protégé. Mais il n'y a pas de création de personne morale. Ça reste une seule et une même personne. Mais par un jeu
d'un texte législatif, c'est-à-dire l'affectation du patrimoine, le patrimoine est protégé dans l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, mais il n'y a pas de création de personne morale. Par contre, dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée, il y a création d'une personne morale, donc le patrimoine est protégé. Mais ça change quoi, en fait, qu'il y ait une personne morale ou pas? Alors, ça change quoi? D'abord, ça change imaginons, là, on parlait tout à l'heure de la protection du patrimoine, hein, mais on peut parler aussi de la responsabilité. Si votre entreprise crée un vaccin, d'accord? Je reste dans le thème du coronavirus. Votre entreprise crée un vaccin. Vous avez mis en place toutes les mesures de façon à vous assurer que le vaccin soit efficace. Malheureusement, vous avez commercialisé ce vaccin et il n'est pas efficace. Votre responsabilité est mise en jeu. Dans le cadre d'une société où il y a une création d'une personne morale, c'est la personne morale qui sera responsable. La société, vous-même, vous en foutez. D'accord ? Dans le cadre d'une entreprise individuelle, il n'y a pas de personne morale. C'est vous qui allez être attaqué. D'accord ? Donc, vous voyez qu'en termes de responsabilité, autant on a parlé du patrimoine que l'on protégeait, mais c'est aussi sa personne que l'on protège, sa responsabilité que l'on protège. Mais du coup, ça va être la responsabilité qui est illimitée ou effectivement limitée. Vraiment, la création d'une personne morale, c'est vraiment une sécurité, en fait. Peu importe on va dire le domaine, mais que ce soit au niveau du patrimoine ou même de responsabilité, la personne morale, c'est vraiment une sécurité. C'est une sécurité, effectivement. Alors, c'est une sécurité, malgré tout, elle n'est pas illimitée, hein, cette sécurité. Si vous avez fait une faute qui est répréhensible, je parle tout à l'heure de mon vaccin, si vous avez faussé les tests volontairement, effectivement, vous serez responsable personnellement. Là, la responsabilité limitée ne vous couvrira pas. Mais si tout est réglé, je prends par exemple, je ne sais pas moi, votre entreprise, vous savez qu'aujourd'hui, pour l'accès au magasin, vous devez avoir entrepris les travaux permettant aux personnes à mobilité réduite de pouvoir accéder au magasin. D'accord ? Si vous créez aujourd'hui, alors pour les anciens, il y a les règles ne sont pas tout à fait les mêmes, mais si aujourd'hui vous ouvrez un magasin, on va vous demander de faire les travaux nécessaires à l'accès aux personnes à mobilité réduite. Imaginons que vous fassiez pas forcément les travaux. D'accord ? Un contrôle se passe, qui est accusé ? L'entreprise. Le chef d'entreprise n'est qu'un représentant. Et demain, ça peut être quelqu'un d'autre, le représentant. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment cette notion de dire l'entreprise, c'est une personne, c'est quelqu'un. Donc, si on doit reprocher des faits, si on doit reprocher... voilà, s'il y a une responsabilité qui est recherchée, c'est celle de l'entreprise et non pas de l'entrepreneur. Enfin, non pas du dirigeant de l'entreprise. Voilà une des choses. Et vous allez voir après, quand on va parler de part sociale, la différence entre une entreprise individuelle à responsabilité limitée et une entreprise unipersonnelle aussi à responsabilité limitée. Je pense que j'ai apporté une partie simplement de la réponse quand vous me disiez c'est quoi l'intérêt d'avoir la personne morale. On va continuer notre petite affaire ici, notamment maintenant on va parler de la SARL, cette fameuse SARL ici, où maintenant, c'est la même chose que l'URL hein, finalement. Alors, il faudra être au minimum 2 associés et au maximum 99 associés. Alors, on va me dire comment on fait quand on est 99 ? Eh bien, on se transforme dans une forme juridique qui permet d'avoir plus de 99 associés, notamment la SAS ou la SA. La société par action simplifiée, ici, va ressembler, c'est pas ici c'est pas au niveau du nombre d'associés, alors même s'il n'y a pas de maximum par contre ici,
mais ressemble pour beaucoup à la SARL. Il y a vraiment que la problématique du statut social du dirigeant, donc du responsable. Hein. Quand vous avez déjà entendu ces mots hein, de gérant, de président, de PDG, etc. En fait, ce sont les représentants de la personne morale. Alors, ils ont bien sûr une fonction particulière, celle de diriger la société, mais c'est surtout et avant tout les dirigeants, les représentants de la personne morale. Alors, notre SASU, qui est pratiquement la même chose que notre SAS, sauf qu'ici, il y aura un seul et on les appelle bien des associés. Il est associé avec lui-même. D'accord ? Et concernant la dernière, notre SAS, la particularité de la SAS, c'est qu'il va falloir être 7 associés. Voilà, il faut être minimum 7 associés. Alors, vous allez voir qu'on va finalement, mais vous l'aurez dans votre cours, ça, on va finalement avoir un tableau récapitulatif qui va nous prendre d'abord est-ce que la responsabilité du chef d'entreprise est limitée ou non. Donc, oui, non, oui, non, oui, non, en fonction du type. On l'a déjà répondu avec la première fiche que j'ai faite. Ensuite, combien d'associés ou combien de personnes doivent être à l'origine de la création de la société. Vous reprenez vos critères qui sont ici. Dans certains cas, il y en a 2 au minimum. Dans certains cas, 7. Dans certains cas, il n'y a pas de minimum, c'est 1. D'accord ? Et ces critères-là vont vous permettre de faire votre choix quant à la forme juridique que vous allez proposer en cas de question, ou même lorsque vous vous questionnerez pour vous-même. Si je suis tout seul, la SARL, c'est mort. Je ne peux pas, je suis tout seul. La SAS, je ne peux pas non plus, puisque je suis tout seul. Et vous allez balayer tous les critères et finalement, vous allez éliminer au fur et à mesure des critères, vous allez éliminer des sociétés et puis vous dire, bah voilà, il ne m'en reste que 2. Voilà les 2 que je peux envisager. Je pense à ça, j'ai proposé un DM à vos collègues de 2e année. Et la première question, bah, c'était repris d'un BTS qui avait eu lieu il y a 2 ou 3 ans, je crois. C'était une dame qui avait un institut de beauté, enfin un institut peut-être de beauté, un truc comme ça, et puis qui allait prendre de l'expansion, etc. Et le projet étant relativement important, elle se posait la question justement du changement de statut juridique, de forme juridique de l'entreprise. Au départ, elle était en entreprise individuelle et on dit, ben voilà, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer ? Certains m'ont proposé la SARL. Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer pour lui protéger son patrimoine ? Certains m'ont proposé la SARL. J'aurais dit, ça protège le patrimoine, sauf que vous oubliez une chose, il faut être 2. Et là, elle est tout seul, donc votre système ne fonctionne pas. Donc vous voyez qu'il va falloir prendre en compte plein de petits critères, les mettre bout à bout, éliminer ce qui ne va pas. Bah, elle est tout seul, bah, la SA, c'est mort. La SAS, c'est mort. La SARL, c'est mort. Il reste 1, 2, 3. 3 possibilités. Elle veut protéger son patrimoine. Ça protège. Ça protège. Ça protège. Donc, on va faire le choix. On a 3 possibilités. Maintenant, on va peut-être lui en conseiller un à cause des autres éléments que l'on va voir, ou lui en conseiller un autre. Est-ce que vous comprenez la philosophie générale ? Oui. Est-ce que vous avez des questions ? Puisque là, on va terminer pour cette séance-là. Je vais pas. On terminera. Il nous faut 2 séances plus le TD. On terminera la prochaine fois. On va voir quel est le capital qui est nécessaire pour créer une telle société. Quel est le statut du chef d'entreprise, celui qui va diriger? Est-ce que c'est un gérant qui est un salarié de l'entreprise? Est-ce que ça peut être une personne extérieure? Est-ce que c'est un président? Etc., etc. Nous allons voir. Je n'ai pas trouvé la leçon, c'est normal, je ne l'ai pas encore mise. J'ai dit que je la mettais là juste à la suite, mais je préfère. Je la mettrai sans doute à la suite du cours d'aujourd'hui. Nous allons voir aussi la fiscalité liée à l'entreprise. Est-ce que l'entreprise va payer l'impôt ou est-ce que celui qui a créé l'entreprise va payer l'impôt? Et on va voir toutes ces notions de part sociale, etc., qui
sont aussi importantes et qui vont vous éclairer sur toutes ces formes juridiques. Y a-t-il des questions? Tu as un DM à faire pour demain ou vendredi? Non, 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 d'abord, il n'y a pas de DM. Alors oui, je ne l'ai pas précisé, mais il n'y aura pas de TD ce semestre. Faites-moi penser, je vous ferai le point la fois prochaine. Je vais vous dire comment vous serez noté pour ce semestre. Oui, 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 d'accord, j'ai bien compris, Lorraine. Je vais vous dire comment le système de notation, parce que voilà, on apprend de nos erreurs et j'ai appris que je suis incapable, vous êtes 120, je suis incapable de corriger 240 TD comme ça. Donc, et de toute façon, on va mettre un autre système de notation qui sera basé principalement sur les QCM et qui seront informatisés, donc il y aura moins de travail pour moi derrière. C'est vrai, ça fait. Bah, oui, imaginez si vous m'en rendez, vous êtes 120, si vous me rendez 2 TD chacun, ça fait 240 TD à corriger. Ça fait beaucoup. J'ai calculé, il me faut 6 minutes pour corriger un TD. D'accord? Multiplier 240 par 6 minutes, ça fait beaucoup d'heures. Plus les premières années où ils sont une centaine, 2 TD plus 1 DM obligatoire pour eux, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que voilà, je n'avais pas mesuré le temps. Je répondrai à vos questions la prochaine fois, puisque malheureusement, il est déjà 10 et que j'ai un cours à écart. Donc, je ne peux pas répondre rapidement. Donc, n'hésitez pas la prochaine fois, vous m'interpellez dès le départ et on continue les explications. Je continue à répondre à vos questions. Je suis très content que ce soit un sujet qui appelle autant de questions. Ça veut dire que ça vous intéresse et c'est très bien ainsi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain ou à mercredi, je ne sais plus. En tout cas, à la prochaine. Ciao.